Bonjour, j'ai tout le plaisir de partager avec vous ma présentation qui est intitulée Les addictions au Maghreb et l'impact des stratégies de réduction de risques. Donc, comme introduction, si on veut en fait définir les addictions, peut-être on peut prendre ce qui a été rapporté par l'OMS en 1975 comme c'est l'état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Donc, elle se caractérise, cette addiction, elle se caractérise par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement et sa poursuite en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. On peut distinguer trois types d'addiction. Tout ce qui est comportemental, c'est-à-dire non lié au produit, donc tout ce qui est jeux pathologiques, tout ce qui est Internet, achats compulsifs, etc. Tout ce qui est en lien avec le produit, comme le tabac, l'alcool, les produits psychoactifs, et bien sûr les causes d'addiction où il y a l'association des deux types. Évidemment, les addictions, ils ont des conséquences sur le plan individuel et collectif, sur le plan sanitaire, social, économique et légal. La lutte contre les addictions nécessite une prise en charge multidimensionnelle incitant des réductions de l'offre, la réduction de la demande à la demande, ainsi que la prise en charge des addictions. Il est très difficile de cerner en 15 minutes tout ce qui est en lien avec les addictions et ces types. Donc, je vais faire un focus sur les addictions aux produits psychoactifs, essentiellement en lien avec les méfaits sanitaires VIH-VHC. Tout en rappelant qu'en préparant la présentation, j'avais énormément de contraintes. La contrainte majeure était de trouver les données qui sont sur la région ou sur les pays du Maghreb, qui sont très rares. Parfois même, il y a une discordance entre les données sur les différentes institutions qui rapportent ces données. Donc, pour les pays du Maghreb, comme a présenté le professeur Chkaloun hier, c'est une vaste une région qui s'étend sur 7 millions presque de kilomètres, qui englobe presque 100 millions pour la population générale. Ses caractéristiques, c'est qu'il est limité au Sahel et limité avec l'Europe. Ces limites, il donne à la région une vaste zone qui est peu surpeuplée, plutôt peu peuplée et désertique, avec des frontières poreuses qui donnent en fait un lien avec les groupes terroristes et bien sûr tout ce qui est traite de l'être humain. Et bien sûr, les limites avec l'Europe, ça donne les échanges de cultures de consommation. N'oublions pas que la région est c'est la plus grande zone de production de cannabis, ce qui fait de cette région du Maghreb un carrefour de trafic qui est montré dans le dernier rapport de l'UNODC sur les différents produits. Donc on voit que les pays du Maghreb constituent pour les différents types de produits psychoactifs un carrefour de passage et de circulation de trafic. Pour l'approche d'ADER, je ne vais pas revenir sur ce qui a été présenté lors de la première présentation, mais juste pour dire que si on part sur le strict minimum de l'approche ou de la stratégie RDR, c'est une approche qui est centrée sur la diminution des conséquences négatives de l'usage de drogue plutôt que sur l'élimination. Donc pour se mettre d'accord sur le principe. Si d'une façon extensive, on peut parler que c'est une démarche de santé publique plutôt que l'élimination de l'usage de drogue et que l'usager puisse développer les moyens de réduire les conséquences négatives liées à leur comportement pour eux-mêmes, leur entourage, la société, à la fois sur le plan psychique, psychologique, physique et social. Le contexte international des drogues, je pense que ça concerne même notre région. On voit très bien que la consommation du cannabis est le prime, suivie par les opioïdes, puis après tout ce qui est héroïne et cocaïne, et vient en dernier. Mais il y a des nouvelles substances ou des nouveaux modes de consommation, de produits de consommation, essentiellement l'usage des médicaments sans prescription. Si on prend par exemple la région selon le rapport d'UNODC,
2018, on voit que la région du Maghreb, il voit l'augmentation ou l'accentuation de la consommation du tramadol. Et bien sûr, la caractéristique dans le champ des produits de consommation, c'est les substances ou les nouvelles substances qui apparaissent, qui sont essentiellement des substances synthétiques. Et bien sûr, c'est toute une amalgame. On peut voir qu'il y a actuellement 478 substances qui est utilisée essentiellement synthétiques, avec des substances, une différence des substances qui sont éliminées en 2013 et d'autres qui apparaissent en 2018, ce qui rend en fait la prise de conscience et le suivi des types ou des produits de consommation, en fait, des connaissances sur les produits, une lourde tâche pour les acteurs. Donc, si on part sur le cadre politique de l'usage de drogue ou l'addiction aux drogues, on voit que sur les 5 pays, c'est en général un cadre qui est punitif et qui est répressif. Sur les 5 pays, peut-être la législation, il part sur l'axe de contrôle des drogues essentiellement. La Mauritanie reste le seul pays des pays du Maghreb qui condamnent les trafiquants de drogue et les producteurs à la peine de mort, même s'il n'est jamais exécuté. La Tunisie a fait un plaidoyer, a procédé à une réforme partielle de la loi en avril 2019. Sur les données existantes, on trouve qu'il y a beaucoup de données sur tout ce qui est des données disponibles sur tout ce qui est nombre de condamnations incarcérées pour les infractions liées aux drogues et les infractions liées au trafic de drogue, mais rares ceux qui sont en lien avec les usages de drogue et bien sûr l'application des traitements obligatoires, puisque sur les lois au niveau des pays de la région, il y a la possibilité d'adresser les personnes qui consomment la drogue pour un traitement thérapeutique, chose qui est à ce jour peut-être en Tunisie, elle est applicable en quelque sorte, mais au Maroc, depuis 1975, c'est 2 cas. Et en Mauritanie, par exemple, aucun jamais n'a été exécuté. Je pense même chose au niveau de l'Algérie. Et de ceci, on peut constater que parfois, les usagers de drogue, pour simple consommation, ils sont incarcérés. Donc, sur l'aspect d'addiction aux produits psychoactifs en général, donc il y a une difficulté d'avoir des données, mais ce qui est les données les plus récentes dont j'ai pu avoir accès, il montre qu'au niveau du Maroc, il y a, selon une enquête, il y a presque 800 000 addicts, ou personnes qui ont recours à l'usage de drogue. Au niveau de la Tunisie, c'est 350 000. Et au niveau de l'Algérie, il y a une discordance entre les données et entre les chiffres allant de 250 000 à 1 million. On parle là de l'addiction au tout type de drogue, de produits. Si on part sur les produits, les types de produits qui circulent au niveau des pays du Maghreb, sur la documentation, comme j'ai dit, elle est rare sur la question des produits. C'est surtout des enquêtes qui sont surtout sélectives, soit concernant les tranches d'âge, soit concernant les produits, comme Medspad et Mednet. Des rapports des institutions comme l'Observatoire marocain de la lutte des drogues, l'Office national en Algérie de lutte contre les drogues, en tout cas, mais essentiellement, les données du terrain, ils montrent qu'il y a en général une polyconsommation des produits. Et bien sûr, les produits qui sont utilisés, c'est essentiellement les stimulants mineurs comme le tabac ou le narguilé, le chicha. Les produits qui ont un impact dépressif sur le système nerveux, comme modifiant le fonctionnement psychique, comme l'alcool, le cannabis et le majoun. En fait, c'est un mélange de substances à base cannabinoïde et d'autres substances synthétiques. Les produits qui fonctionnent, qui ont un fonctionnement dépressif sur le cerveau, comme les benzodiazépines, les tranquillisants, les hypnotiques, les barbituriques, les anxiolytiques, les morphiniques, comme l'héroïne, et même les traitements de substitution et les antalgiques, comme j'ai dit, à type de tramadol, les stimulants du système nerveux comme le cocaïne et l'amphétamine, et bien sûr l'ecstasy et les dérivés, tout ça, ça circule au niveau des pays du Maghreb. Si on part sur les prévalences, sur la base des études
MedSpa qui sont publiés, on constate que sur la Mauritanie et sur la Libye, il n'y a pas de données. Mais en général, sur les 3 pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est essentiellement le tabac qui prime. Puis après, vient en second lieu l'alcool, les médicaments sans ordonnance et par la suite tout ce qui est cocaïne, ecstasy, bien sûr. Je parle sur les produits puisque j'ai dit que les données existantes sont sélectives, soit en matière de population, soit en matière de produits. J'ai en fait pu utiliser cette diapo qui est de ma collègue Dr Rachidi Soumia du programme de prise en charge des addictions qui parle. Si on parle prise en charge des addictions, c'est la prise en charge globale, donc c'est tout un processus qui englobe les quatre étapes essentielles, tout ce qui est prévention, tout ce qui est réduction de risque, tout ce qui est prise en charge des addictions et bien sûr tout ce qui est réinsertion sociale, sevrage, qui nécessite essentiellement un suivi. Au niveau des pays du Maghreb, il y a une grande disparité entre les pays sur tous les volets, mais on peut en fait, sur les grandes lignes, on peut parler par exemple, si on prend sur tout ce qui est préventif, il y a en fait une ambiguïté sur quelle stratégie de prévention on opte. Même pour la stratégie de prévention primaire auprès des lycéens pour réduire en fait la demande. La question qui se pose, est-ce qu'on est dans une approche de parler réduction de risque ou une approche moralisatrice en fait qui cherche à donner le sens à la place de la religion par rapport aux produits, par rapport à tout ce qui est néfaste au corps. Donc c'est une discussion, c'est un débat. Tout ce qui est réduction de risque, je vais y revenir. Donc c'est une grande disparité entre les pays du Maghreb. Tout ce qui est prise en charge des addictions, il part de rien, aucune prise en charge, comme le type de Mauritanie, en dehors de l'orientation vers les psychiatres pour tout addict. Comme a parlé le professeur Razir, à des centres de désintoxication, soit centrales, soit des cellules périphériques, soit, par exemple, si on prend l'exemple du Maroc, avec des centres spécialisés de prise en charge d'addiction. Et bien sûr, la réinsertion sociale, c'est l'étape très, en fait, on est loin de cette étape, si on veut parler cadré en général, ça reste beaucoup à faire. Donc, pour faire le focus sur tout ce qui est addiction en lien avec le VIH et les hépatites, les données disponibles, bien sûr, là on parle tout ce qui est produits d'injection de drogue. En fait, les drogues ou les produits injectés. Donc on ne parle pas sur la pratique, puisque il faut avoir en fait dans la tête comme quoi, c'est dans la littérature, que l'usage des drogues injectables, c'est tout un processus qui part d'un type de consommation et qui arrive potentiellement pendant un jour à l'injection. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de penser à travailler en matière de prévention avec toute personne qui est en contact avec les produits injectables. Donc, sur les données disponibles, si je prends la région MENA, selon les dernières publications en 2016, il y a des prévisions en nombre de personnes qui utilisent les drogues injectables au Maroc de 18 500, mais les vrais injecteurs, il est estimé par le programme à 1200. Au niveau de la Tunisie, 9000. Au niveau de la Libye, 7205. Aucune donnée sur l'Algérie et la Mauritanie. Si on part sur la séroprévalence du VIH, au Maroc, 11,4. Au niveau de l'Algérie, c'est 0,9. Au niveau de la Tunisie, 6. Au niveau de la Libye, 87, même si l'étude il est ancienne, qui date depuis 2010. Si on parle VHC, une moyenne de 57 au Maroc. Au niveau de l'Algérie, 29,3. 29 en Tunisie. En Libye, 94. La séroprévalence au l'hépatite B, 1,4. Mais en Algérie, c'est la co-infection. C'est les données de la co-infection. Par contre, pour l'hépatite C au Maroc et en Tunisie et en Libye, c'est la prévalence. Donc, si on parle, est-ce que la personne usagère de drogue injectable il est reconnue comme population clé dans le programme ou la stratégie de lutte contre le sida au niveau du pays? On voit que sur les trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, oui. Au niveau de la Mauritanie, non. Si
s'il y a un plan stratégique de réduction de risque, pas de la toxicomanie, de réduction de risque au niveau du Maroc. Et actuellement, en Tunisie, il y a la préparation en fait, d'un plan stratégique avec le NUDICI. En fait, à ma connaissance, il va être lancé incessamment. Pour l'approche communautaire, est-ce qu'il y a des associations qui œuvrent sur le terrain, qui travaillent auprès de cette population? Au niveau des 3 pays, oui. En Mauritanie, non. Aucune donnée sur la Libye. Pour le programme d'échange du seringue, bien sûr, même s'il est officieux à la fois au niveau de l'Algérie, au niveau de la Tunisie, elle n'y est pas appropriée par les structures institutionnelles qui est le ministère de la Santé, mais les associations se permettent de le faire et qui sont locomotives. Donc, il est fait. Pour le traitement antagoniste des opiacés, il est seulement au Maroc. Pour tout ce qui est information, éducation, counseling, pour les cibles, bien sûr, il se fait sur les 3 pays. Tout ce qui est dépistage du VIH au VHC au niveau des 3 pays. Tout ce qui est traitement des ARV, il est sur les 3 pays. Tout ce qui est prise en charge de l'overdose, au Maroc, on vient de voir l'édition d'un protocole sur la prise en charge ou la gestion des overdoses, mais à ce jour, il n'est pas mis opérationnel, il n'est plus opérationnel. Là, il y a une panoplie de recommandations à opérationnaliser. La vaccination de l'hépatite B, même si le Dr Razer a dit qu'il le fait au niveau d'Alger, au niveau de son centre, mais ça reste une initiative. Elle n'est pas en fait une appropriation du programme, ou une appropriation une opportunité pour les associations pour le mener. Donc au niveau de tous les pays de la région, il n'y en a pas. Le traitement des hépatites, pas encore lancé au Maroc, mais au niveau de l'Algérie, à la Tunisie, elle se fait. La réduction de risque en prison, il y a une expérience pilote au Maroc avec l'implantation des antennes de méthadone au niveau des structures pénitentiaires et bien sûr pas tout le package, puisque par exemple il n'y a pas la possibilité de faire la distribution de seringues au niveau des prisons ni du préservatif, mais en tout ce qui est traitement de substitution, elle est là. Toute une réflexion sur l'extension et la mise en œuvre au Maroc, elle est là. Tout ce qui est défense des droits humains et de lutte contre la stigmatisation et les droits humains, elle se fait au niveau des 3 pays. Et donc tout ce qui est réinsertion sociale, concrètement, c'est une expérience qui est menée par l'ASS au niveau de Tétouan. C'est une expérience qui donne pour le moment des résultats prometteurs, mais ça reste à développer. Il y a pas mal d'activités, mais qui sont en fait ponctuelles par rapport à d'autres structures. Si je prends par exemple l'ATL de Tunis, qui commence elle aussi à réfléchir sur la question, mais essentiellement au niveau de la SAS, parce qu'elle se base sur des personnes qui sont suivies et bien sûr qui adhèrent parfaitement au programme de substitution de méthadone, et sur le plan psychologique, ils sont en fait malgré le risque de rechute, actuellement ils sont en situation de stabilité psychologique. À ce moment-là, on se permet de lancer avec eux des activités génératrices de revenus, des modalités de réinsertion socio-professionnelle avec des qualifications professionnelles, et on a de très bons résultats pour le moment qui sont très prometteux. Donc ça, en fait, c'est le schéma de la réduction de risque, la politique de réduction de risque et de prise en charge au niveau de la région du Maghreb. Si on parle impact des stratégies de réduction de risque, il faut avouer qu'aucune étude d'impact n'a été faite. Donc pour dire sur des bases scientifiques comme quoi la stratégie, je parle des pays du Maghreb. Bien sûr, c'est évidemment si l'impact il est sûrement positif, si la stratégie il est bien menée de réduction de risque, c'est ce qui est démontré au niveau de plusieurs pays, et bien sûr de façon intégrée entre les activités et d'une synergie d'action entre les différents acteurs, société civile, institutionnelle et tout ça. Évidemment, il y aura un impact sur la réduction de l'incidence des nouvelles infections, ça c'est clair, sur la mortalité, sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination de cette population, sur la qualité de leur vie individuelle, bien sûr, et sociétale. En même temps, il y a pas mal, sur le plan théorique, il y a pas mal, en fait, d'impact positif dans la mise en place de stratégies de réduction des risques. Mais concrètement, sur les pays du Maghreb, même au Maroc qui est avancé sur la question de réduction de risque, on n'a pas une étude d'évaluation d'impact, mais on peut se permettre de prendre des indicateurs
indirecte pour dire qu'effectivement la stratégie de réduction de risque il a un bon impact, un résultat très positif. Par exemple, si on prend le cas de prévalence de l'infection de VIH et de l'hépatite C actuellement à Tanger, puisque Tanger, c'est la première ville à travers une association partenaire, qui est l'association Hasnouna, qui a lancé, qui était sur la mise en place de tout ce qui est information et travail de proximité avec cette population, avec l'échange de seringues en 2008. C'était la première association au Maroc. Pour le moment, la ville dont les prévalences VIH et VIH les plus faibles, c'est Tanger. Donc on peut se permettre de réfléchir indirectement que l'action menée par l'association Hasnouna d'une façon précoce a permis en quelque sorte de cerner l'étendue de cette infection. Si on prend l'exemple de notre ville qui est Nador, qui était le premier site qui avait, lors de l'étude RDS en 2010, dont la prévalence a montré une prévalence VIH et hépatite très augmentée par rapport aux autres villes, qui avoisinait 25,1%. Et en 2016, il y avait la chute de cette incidence à 14%. Peut-être on peut prendre de cet indicateur l'importance de la stratégie, de l'impact de la stratégie de réduction de risque. Et comme j'ai dit, si on prend Tétouan, malgré les difficultés de mise en œuvre et tout ça de la stratégie de réduction de risque sur le site, mais quand même on a pu instaurer un programme de réinsertion sociale et de qualification professionnelle, comme j'ai dit, qui donne des résultats prometteurs. Donc on peut se permettre que c'est un indicateur indirect sur le bon impact ou le résultat positif de la stratégie de réduction de risque. Donc si je conclus, on peut dire que les addictions, et surtout les addictions aux produits injectables, est un vrai problème de santé publique. Il y a une grande disparité d'actions et de politiques d'intervention au niveau de volonté même au niveau des 5 pays. Il reste beaucoup à faire, même pour le Maroc qui est relativement en avance. Il reste beaucoup à faire pour répondre aux besoins du citoyen usager de drogue. La société civile reste la locomotive qui fait avancer l'accélération de la mise en œuvre du programme de réduction de risque. Je pense tant que la société civile est la locomotive, je pense que l'opportunité est très favorable pour la plateforme Coalition Plus MENA de porter le partage et l'échange des expertises avec nos partenaires sur les différents pays qui peut s'étendre même sur la région, toute la région MENA, et je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cet exposé très, très riche et très complet. Un remerciement, je m'excuse, je remercie mon ami professeur Shkran qui m'a permis de s'inspirer de sa présentation d'hier sur tout ce qui est tableau, signalisation et tout ça. Merci, c'est Shkran. Bien, merci. On a le temps pour courte question. Juste... Donc c'est un exposé très complet que vous avez fait. Je note quand même que finalement dans la politique d'accompagnement de cette réduction des risques, la vaccination contre l'hépatite B, qui est un geste qui devrait être finalement assez simple, ne se fait ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, si j'ai bien lu vos slides. C'est quand même un peu étonnant que cette mesure théoriquement simple et accessible ne soit pas plus utilisée. Vous avez une explication là-dessus ? En fait, je n'ai pas d'explication directe, mais je ne sais pas est-ce que le programme il est là pour répondre, mais tout en sachant en fait que pour le moment la vaccination pour l'hépatite c'est purement l'affaire du ministère de la Santé à travers en fait ces divisions et tout ça. Donc je sais très bien, j'ai fait mon enquête auprès de toutes les structures, toutes les associations au niveau des pays, des 5 pays. Relativement à la Libye, il n'y a pas, vu la situation conflictuelle, on n'a pas d'informations exactes. Mais sur les 4, aucune association qui a dit qu'en quoi il y a une vaccination systématique en matière de... Il y a un dépistage déjà systématique, il y a de l'offre de dépistage, mais il n'est pas systématique. Et éventuellement, il n'y a pas de vaccination systématique pour les usagers de drogue, même dans les centres des addictions, même. Soit au Maroc, les prises prise en charge au niveau de l'Algérie et de la Tunisie. Est-ce qu'il y a un salle? Oui, une question, allez-y. C'est juste pour répondre à M. Al-Khammas. En Algérie, il y a une instruction ministérielle
de notre ministère de la Santé, pratiquement réservé à l'hépatite B et à la vaccination. Et on doit vacciner les populations à risque, et entre autres les UDI, et on les vaccine. Donc vous ne pouvez pas dire que l'Algérie ne vaccine pas ces personnes à risque, et entre autres les usagers de drogue. Dans nos centres de référence, nous dépistons tous les VIH, tous ceux qui sont négatifs à l'hépatite B, nous les vaccinons. Donc il ne faut pas dire des choses. Non, je me base, en fait, peut-être... Il y a une instruction ministérielle, même vous pouvez la lire, elle est sur le site du ministère de la Santé concernant l'hépatite B. Je m'excuse, je peux me permettre de vous dire, j'ai dû exploiter tous les sites, je peux me permettre de dire ça, tous les sites officiels. Aucune, et je vous défie, monsieur, si vous pouvez, je vous défie, si vous pouvez me donner un site où là, des données valables, consolidées sur le nombre de personnes vaccinées en tant qu'usagers de drogue en Algérie, je vous défie. Et je m'excuse. Peut-être... Il y a une différence entre la théorie, c'est ça le problème. Il y a une grande différence. Peut-être, professeur Razek, elle était indirectement très claire entre les lignes de sa présentation. Tout ce qui est théorique et tout ce qui se fait réellement sur le terrain. Moi, j'ai essayé de consolider entre les deux et de rapporter concrètement ce qui se fait, l'état actuel. Moi, je n'ai rapporté qu'un cliché de ce qui se passe réellement. Peut-être mon collègue et compatriote, Dr Bouabdallah, c'est le ministère de la Santé, il parle des populations à risque comme professionnels de santé. Effectivement, la seule instruction qui existe, c'est pour les professionnels de la santé, il est obligatoire. Merci, c'est même le cas pour le Maroc. De le faire. C'est le cas pour le Maroc et certainement aussi pour la Tunisie. Pour ce qui est des populations dont on parle, les usagers de drogue intraveineuse, espérons que le ministère, que vous êtes très optimiste et que ça va se faire très bientôt. Alors on va prendre une dernière question, non? Vous n'avez pas de question? Si? Non, c'est juste dans l'ordre d'idée, c'est juste de dire, Dr Ben Abdallah, là si je parle par exemple du centre de Blida, d'accord, c'est le plus grand centre qui prend en charge ces populations, eh ben, croyez-moi, ils n'ont jamais proposé de la vaccination. Les premières propositions de vaccination, c'est maintenant. Autrement dit, c'est des personnes qui sont passées à maintes reprises chez eux, et pourquoi je les ai trouvées non vaccinées? Donc franchement, peut-être ça existe dans les papiers, mais sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Bien, une dernière intervention avant qu'on continue. Allez-y. C'est juste pour abonder dans le même centre. Je suis professeur affilié, infectiologue en Algérie. Je suis en Kabylie, donc à Tizi Ouzou. C'est vrai que la prise en charge de ces patients dépend du médecin qui a à les gérer. Quand c'est l'infectiologue, il a le réflexe de les vacciner quand ils sont dépistés. Mais quand il s'agit d'un entretien avec les psychiatres ou autres spécialités, le réflexe n'est pas là. Ce qui explique le manque de vaccination de ces personnes malgré les instructions ministérielles. On vaccine les immunodéprimés, les splénectomisés, mais le réflexe de vacciner les usagers de drogue, je pense qu'il est présent chez les infectiologues et non pas dans les autres spécialités. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ces commentaires. Pas d'autres remarques. Enfin, ceci souligne qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour mobiliser les professionnels de santé dans leur ensemble, les médecins dans cette démarche élargie. Je pense que c'était un point important de la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation.